Merci. Bah, écoutez, on va passer à la communication suivante avec le professeur Gilbert. Utilisation de la racine C7 contralatérale dans la chirurgie du plexus brachial. Bien. Donc, c'est une intervention. En fait, on est en train de parler de nouveauté. Celle-là n'est pas une nouveauté puisqu'elle existe depuis environ, ça fait 40 ans qu'elle a été proposée par nos collègues chinois. Et elle a mis très longtemps pour arriver, peut-être par la route de la soie jusqu'ici, pour plusieurs raisons. Il y a des raisons éthiques et il y a des raisons médico-légales qui ne sont pas totalement réglées. Car en effet, on va aller prendre une racine saine d'un côté non atteint pour faire une tentative de réparation d'une paralysie. Alors, déjà, la racine, voyons ce que c'est que la racine C7. La racine C7, je ne vais pas vous refaire tout le plexus brachial, puisqu'il est déjà connu depuis, vous voyez, très très longtemps, puisqu'il est parfaitement décrit par Leonardo. Bonnel avait fait une étude des fibres nerveuses des différentes racines, et en fait, la racine C7 est dans la moyenne. Ce n'est pas celle qui contient le plus de fibres, ce n'est pas celle qui contient le moins de fibres. La seule chose qu'on avait remarqué, c'était qu'elle était plus sensitive que les autres racines. Alors, quels sont ces points particuliers? Un point qui est très intéressant sur le plan anatomique, c'est sa proximité avec l'artère vertébrale. Et ça, on va se rendre compte que dans les complications possibles de la chirurgie, ça en fait partie. Autre chose, c'était la distribution de ces 7. Alors ça, c'est le grand mystère. D'abord, la distribution sensitive. Vous voyez, tous les livres montrent ces images, montrant un C7 qui couvre le deuxième et le troisième doigt. Essentiellement, d'ailleurs, à la face dorsale. Et on se rendra compte que c'est assez différent dans la réalité quand on a coupé des C7. Et vous voyez des variations anatomiques très nombreuses. Ce sont ici une étude qui a été faite sur toutes ces variations. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Sachez simplement que chaque C7 est différente. Simplement, il faut tenir compte dans la dissection du fait qu'on peut avoir des plexus préfixés ou postfixés. Préfixés, C7, vous le voyez, fait partie, en grande partie, fait partie du tronc supérieur. Dans le postfixé, c'est au contraire le tronc inférieur. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on coupe C7? Alors, moi je connais personnellement quelques chirurgiens qui ont eu des lésions de C7. Lésions de C7 en général d'origine iatrogène pour de la chirurgie discale. Ceux que je connais ont encore une excellente mobilité, quelques petits troubles sensitifs, mais dans l'ensemble, ça n'a pas été une grande perte. Sur le plan moteur, c'est un vrai problème parce que vous savez qu'on parle toujours dans l'examen d'un plexus brachial, on dit C7, le malade n'a pas d'extension du poignet des doigts, donc C7 est atteint. On sait déjà que tout ça est très illusoire. Il y a des malades qui ont un C7 paralysé et qui ont une excellente extension. Il y a des malades où C7 est intact qui ont perdu l'extension. Donc tout ça reste encore très théorique, ce qui rend difficile l'idée d'aller couper C7. Deuxième point, C7 ou hémi-C7, parce que qu'est-ce qui s'est passé? Depuis la description de Gu, le chinois, en 86, en Asie, beaucoup de gens ont utilisé C7, mais on a peur de C7. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On dissèque tout doucement et puis on se dit, si on n'en prenait que la moitié, ce serait peut-être moins risqué. Et donc, beaucoup de gens ont utilisé la moitié de C7. Et tous les papiers qui ont été publiés avec l'utilisation de la moitié de C7 montrent que les résultats sont tout à fait médiocres. Alors, il y a eu également des études très intéressantes d'anatomie de C7.
voilà, par exemple, on a mesuré les longueurs de ces 7 et ça va devenir très important. Parce que vous voyez que la moyenne de ces 7, c'est 6 cm, plus ou moins 4 cm. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on va se rendre compte petit à petit que quand on veut passer ces 7 de l'autre côté, soit on arrive à atteindre directement les nerfs que l'on cherche à réénerver, on fait une suture directe, soit on ne peut pas, et à ce moment-là, il faut faire une greffe. Et les résultats sont dramatiquement différents lorsque on a besoin d'utiliser une greffe. Encore un autre travail anatomique qui montre, là encore, les mêmes chiffres. Vous voyez, on est dans 5, 6 cm. Voilà, si vous voulez, l'article de Gu, le chinois de Shanghai, qui a publié ce transfert. Vous voyez que lui, il utilisait un greffon, toujours, et ce greffon, c'était le nerf cubital du côté paralysé. Autant vous dire que les résultats n'ont pas été très très bons. Ils les ont présentés comme assez bons. Je suis allé voir à Shanghai, les résultats n'étaient pas bons. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, un autre Chinois, Wang, de Pékin, a imaginé raccourcir le trajet de ces 7. Parce que le problème, c'est qu'on passait ces 7 en avant, du coup, en avant de la trachée, même des vaisseaux, et donc la distance était trop importante. Lui, il a imaginé de passer en arrière de l'œsophage, en pré-spinal, et à ce moment-là, on arrivait dans la plupart des cas à faire une suture directe avec C8D1 de l'autre côté. Et là, les résultats qu'il a publiés étaient exceptionnellement bons. Personne n'est arrivé jamais à obtenir 66% de résultats dans les paralysies de la main du plexus brachial. Et je me souviens que Naracas, dans le temps, avait totalement abandonné l'idée d'avoir de bons résultats sur la main. Donc voilà l'opération. Vous voyez, on fait les 2 incisions. Et le point important, c'est C7 et surtout donc la dissection. Vous voyez qu'on arrive à obtenir un C7 long. Vous voyez les 2 divisions de C7, le tronc postérieur et le tronc inférieur. Et le point crucial, c'est celui-là. Il y a un endroit où il ne faut pas surtout aller. C'est à la jonction entre C7, vous voyez la branche postérieure de C8 qui arrive sur C7. Cette branche postérieure, elle est fondamentale. C'est elle qui va donner l'extension du poignet et des doigts. Donc, si on s'arrête avant cette branche, il y a très peu de risques d'avoir des complications. Si on atteint cette branche, on a des complications. Ça vous montre quoi? C'est que ce n'est pas la chirurgie de C7 qui est le risque, c'est le chirurgien. Donc, voilà le passage. Vous voyez qu'on passe sous les muscles paravertébraux, en arrière de l'œsophage, voilà, et on ressort de l'autre côté. Voilà, ici, vous voyez C7, il a été pris de ce côté-là, on le ressort là, et on peut faire dans ce cas-là une suture directe. Donc, on fait la section à la partie distale des divisions antérieures et postérieures. Comment est-ce qu'on fait si on veut ne pas avoir trop peur? Eh bien, il faut faire tout ça avec la stimulation électrique. On aborde C7, c'est pas difficile, et on stimule progressivement les 2 branches. Vous avez, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez du grand pectoral et vous obtenez parfois du triceps. Si vous commencez à obtenir de l'extension du poignet, c'est que vous êtes allé trop loin. Donc, grand pectoral, triceps. Et c'est là où il faut se dire, est-ce qu'on coupe, est-ce qu'on ne coupe pas? Quand on a un peu peur, on ne coupe pas en particulier la branche du triceps. Quand on sait qu'à aucun moment C7 n'est exclusif dans l'innervation des muscles du membre supérieur, on sait que si on coupe, on ne va pas perdre les muscles. Ils peuvent être affaiblis, mais on ne va pas les perdre. Donc, quelle est la stratégie lorsqu'il y a une absence, un arrachement complet des racines? Vous voyez la triple stratégie. Transfert nerveux au niveau de l'épaule pour l'abduction,
un C7 contralatéral sur le tronc inférieur pour la main et le biceps, et le phrénique pour les extenseurs du poignet et des doigts. Ça, c'est la stratégie de Wang, vous la voyez. Et un point important, c'est ici le brachial cutané interne. Vous voyez, on réinnerve le tronc postérieur et le brachial cutané interne va être coupé et va être ramené sur le musculo-cutané pour réinnerver le biceps en même temps. Alors, il peut y avoir d'autres cibles, bien entendu. Il y a des gens qui ont utilisé ces sets pour les racines supérieures. Il y en a d'autres qui font une multitude de transferts nerveux. Bon, tout est possible. C7 est un donneur et on peut faire, effectivement, vous voyez, on peut l'utiliser dans diverses possibilités. Alors, quelle est l'indication chez l'adulte? C'est, vous voyez, soit une paralysie totale, soit, en fait, avec un arrachement de 4 ou 5 racines, ou alors un échec d'une réparation. À condition, bien entendu, que les muscles de la main soient réinnervables. Alors, ce que fait par exemple Wang, c'est que dans les cas où il n'arrive pas à avoir une suture directe, il fait le choix de raccourcir l'humérus du côté receveur. Et vous voyez, il fait une résection, ça c'est à lui, ces photos-là. Il fait une résection de l'humérus avec une plaque qui lui permet de faire une suture directe. Et je dois dire que je n'ai jamais proposé ça à un de mes patients et je ne pense pas que mes patients accepteraient ce genre de chirurgie. Mais enfin, pourquoi pas. Dans les cas où la suture directe n'est pas possible, je préfère utiliser une allogreffe. Voilà un cas post-opératoire. Alors voilà, ici, c'est intéressant. Je suis allé donc voir les patients de Wang et voilà des résultats de ces patients après des C7 contralatéraux. Vous voyez que c'est assez impressionnant quand même. Un des problèmes, bien sûr, c'est l'intégration et la rééducation, parce que vous imaginez bien que ces patients ont besoin, au moins au début, d'utiliser le bras opposé pour faire le mouvement. Et d'ailleurs, c'est un des vrais problèmes. On voit des patients qui parfois habitent loin, ils ne sont pas revenus, et on les voit après 2-3 ans qui n'ont rien du tout. Et quand vous leur apprenez à contracter le grand pectoral du côté opposé, d'un seul coup, vous voyez la flexion des doigts. Donc, c'est très important, la rééducation et la réintégration dans le schéma corporel. Et je dois dire que c'est exceptionnel que les patients puissent se passer complètement de la contraction du côté opposé. Alors, pareil, chez l'enfant, donc, voilà, par exemple, une paralysie totale avec des arrachements de 5 racines, ce qui est exceptionnel chez les enfants. Un malade, ici, voilà, 15 mois, il est un peu tard, mais on lui fait donc cette réparation avec 2 allogreffes, une sur C5 et une sur C7. Donc la réparation et le phrénique sur le tronc postérieur. Et voilà, nous voilà les débuts de réinnervation à 1 an. Elle est avec moi, enfin bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On va continuer. Et nous voilà 6 ans, 7 ans après. D'autres patients, voilà. Après des C7 contralatéraux. Vous voyez la récupération de la main dans une paralysie totale. C'est le médian qui fonctionne bien. Le cubital n'a pas fonctionné. Mais le point important, c'est les complications. Qu'est-ce que ça coûte de faire ça?
Alors, il y a eu des études, bien sûr. Vous voyez ici une étude sur 21 patients. Et la conclusion, c'est que le transfert de C7 sur ces patients est une procédure sans gravité et les quelques problèmes qu'il y a disparaissent après 3 à 6 mois. C'est d'ailleurs, on en parlera, mon impression que j'ai également. Donc voilà encore un autre papier sur les complications. Ces complications sont de divers types. Il y a dans la dissection, il y a eu un cas qui a été décrit par Wang d'ailleurs, de section de l'artère vertébrale. J'ai vu le patient, il est un peu dans les vapes quand même. Hein. Une section de l'artère vertébrale, c'est pas très bon. Mais enfin, c'est le seul. Et il y a eu un certain nombre de lésions de paralytiques post-opératoires, en particulier le triceps, quelques cas d'extension, de défaut d'extension du poignet, qui sont en général des problèmes de dissection. Ce que moi j'ai trouvé dans tous mes cas, voilà, ici c'est les résultats, vous voyez les complications qui sont survenues. Dans tous mes cas, j'ai trouvé les patients avaient des fourmillements, en particulier pouce et index. Ce qui montre bien, le pouce normalement n'est pas de C7, mais dans tous les cas, le pouce était impliqué. Et ces fourmillements, dans tous les cas, sauf un, ont disparu au bout de 3 mois. Voilà un malade le lendemain de l'intervention. Donc maintenant, voilà, c'est mon expérience, elle n'est pas aussi importante bien sûr que celle de Wang qui a opéré près de 800 patients. Et donc, vous voyez, aucune paralysie, ni chez l'adulte, ni chez l'enfant, et des fourmillements chez les adultes. Chez les enfants, on ne peut pas le savoir. Voilà. Tous les malades sont filmés le lendemain de l'intervention, vous voyez, pour s'assurer qu'il n'y a pas de complications. Monsieur Gilbert, malgré le grand intérêt de la communication, est-ce que vous pourriez accélérer un petit peu plus parce que vous avez fortement dépassé votre temps de parole? J'ai terminé, c'est la dernière diapo. Ah bon, alors, excusez-moi. Donc, voilà, c'était pour dire que donc on peut l'utiliser. Le prélèvement peut être source de complications, mais il faut faire attention. La suture doit être directe quand on le peut chez les adultes et il faut toujours des greffes chez les enfants. Les complications sont minimes si la technique est rigoureuse. Restera le problème médico-légal qui n'a pas été résolu complètement. Merci beaucoup, monsieur Gilbert, professeur Gilbert. Et cela me rassure que le risque, c'est le chirurgien, parce que vous l'avez insisté plusieurs fois. Y a-t-il des questions? Oui. Attendez. Ma question, bravo pour cette communication. Ma question concerne les lésions du plexus brachial d'origine obstétricale, bien évidemment. Et donc, quel délai vous proposez pour trouver une solution à ces lésions? À partir de quand il faut proposer l'intervention? Il y a un plan général, c'est-à-dire l'intervention normalement doit être décidée aux alentours du 3e mois. Décidée. Ça ne veut pas dire qu'elle est réalisée. Et en ce qui concerne là, le C7 contralatéral, j'ai tendance à le faire quand c'est nécessaire plus tard. D'abord parce qu'il y a très très peu de cas avec des arrachements complets. Dans presque tous les cas, on peut faire des réparations. Et l'indication essentielle, ce sont les patients qui ont 18 mois, 2 ans, qui n'ont pas été réparés et qu'on voit au moment des séquelles. Ils ont récupéré souvent l'épaule, le coude et rien à la main. Et ça, c'est terrible, ces patients-là. Et la seule solution possible à leur offrir, c'est la C7 contralatérale. Merci. Docteur Valenti. Quelle est la longueur Micro, parce que sinon, ils ne nous entendent pas. Oui, si tu fais des allogreffes chez l'enfant, quelle est la longueur des allogreffes? Est-ce que dans ce cas-là, on n'a pas intérêt à couper moins loin ces 7, puisque de toute façon, tu feras une allogreffe? Oui.
Et comme ça, tu as plus de… Dans le cas justement des bébés, on ne passe pas en rétro-œsophagien. Le rétro-œsophagien, en soi, ça a provoqué un certain nombre de complications. Aux États-Unis, il y a eu des complications graves parce qu'on peut faire des plaies de l'œsophage par voie postérieure en arrière. Enfin, tout ça, il suffit de passer en avant. On met 1 ou 2 cm de plus de greffe. L'allogreffe mesure jusqu'à 7 cm, donc on est large l'utilisation. Et donc, si on n'a pas d'allogreffe, on peut très bien prendre les deux safettes. Mais il faut savoir que si on fait ça, on utilise l'intégralité de tous les nerfs uniquement pour ça. C'est-à-dire que ça rend impossible tout autre type de réparation qu'on veut associer. Professeur Villet. Oui, je m'excuse parce que comme ce n'est pas ma spécialité, est-ce que je peux poser une question naïve et idiote? C'est Finalement, il est impossible de retrouver un bout de C7 au niveau de la moelle. Parce que si tu veux, à partir du moment, moi je suis un peu simpliste, mais s'il y a une allogreffe, il suffit de mettre un bout de greffe entre 2 bouts, je m'excuse, mais alors dans la physiopathologie du plexus brachial de l'enfant, il y a un étirement complet, donc il n'y a plus de départ de C7, si tu veux. Mais est-ce qu'il y a des autres cas où on peut éventuellement mettre un bout de greffe entre C7 de la moelle et du distal? De la moelle, non. Mais du trou de conjugaison, oui. C'est ce qu'on fait dans 99,9% des cas. C'est-à-dire que quand on peut réparer. Mais là, ce sont des arrachements. C'est-à-dire que les nerfs sont arrachés. Que je voulais avoir, c'est parce que c'est en fait arraché, ce n'est pas une plaie traumatique. Non, ce n'est pas une lésion par étirement. Et pas de question de l'étranger.